Melissa Highsmith. Melissa Highsmith a toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait dans sa vie, ou plus précisément, dans la façon dont elle s'intégrait à sa famille. Elle savait que son enfance avait été très protégée, surtout en comparaison de ses deux frères, et comment elle n'était jamais autorisée à sortir et à jouer. Elle se souvenait de la raison donnée pour laquelle elle n'était pas autorisée à le faire. Ma mère m'a dit qu'elle m'avait protégée parce que je suis née à la maison avec des lésions cérébrales. La relation de Melissa avec sa mère était très compliquée. En repensant à sa jeunesse et à leurs liens précaires, Melissa se souvient, moi et ma mère n'avons jamais été proches, et tout le temps que j'étais là, c'était une mauvaise enfance. Elle a finalement fui la maison à l'âge de 15 ans. Et malgré le fait qu'elle savait que quelque chose était différent à propos d'elle et de sa vie, Melissa n'a pas pu trouver de réponse précise pour elle-même pendant des décennies. La vérité était plus mystérieuse qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. En 1971, Alta Apentenko a placé une annonce dans le journal local à la recherche d'une babysitter pour son jeune enfant. À l'époque, Alta vivait avec sa fille de 21 mois à Fort Worth, au Texas. Une babysitter l'a contactée et a accepté de venir rencontrer Alta au restaurant où elle travaillait, mais elle n'est jamais venue. Elle a ensuite rappelé et expliqué qu'elle n'avait pas pu se rendre à ce rendez-vous, mais qu'elle voulait vraiment le travail. Elle prétendait avoir un grand jardin et s'occuper d'autres enfants. Alter a finalement accepté d'embaucher la femme et a dit à son colocataire qu'une babysitter passerait chercher Melissa le 23 août. Le colocataire se souvient que la babysitter était bien habillée et semblait agréable, mais elle n'est jamais revenue avec Melissa. La femme a renommé la fillette Mélanie et l'a élevée comme sa propre fille, à seulement 10 minutes de la maison de ses parents biologiques. Melissa, qui a repris son nom de naissance après avoir retrouvé ses parents, a déclaré que cela commençait à avoir du sens. Les questions que je me posais enfant: pourquoi ma mère est-elle comme ça? Pourquoi est-elle comme ça? Melissa a toujours pensé qu'une partie de la raison pour laquelle sa relation avec sa mère était si tendue était parce qu'elle espérait un petit troisième garçon et était déçue que Melissa soit née fille. En 2022, Jeffrey Highsmith, maintenant âgé de 73 ans, a décidé de faire un test acide désoxyribonucléique 23andMe qui a montré qu'il avait un lien avec une personne qui s'est avérée être l'un des 3 enfants de Melissa qu'elle avait donné en adoption. Dans les jours qui ont suivi, la fratrie de Melissa l'a cherchée et a fini par la retrouver sur Facebook. Les 4 frères et sœurs ont pris contact, mais Melissa n'en croyait pas ses yeux. Elle se rappelle avoir pensé qu'ils la prenaient pour leur sœur. Oh, c'est une arnaque! Confuse par ce que les insistants enfants Highsmith lui disaient, elle a contacté la femme qui l'avait élevée et lui a demandé si le nom de Melissa Highsmith signifiait quelque chose pour elle. Sous la pression, la femme a prétendu que quelqu'un lui avait vendu Melissa quand elle était toute petite pour $500, malgré son refus initial. Elle a affirmé être Melissa Highsmith, la fillette disparue. Melissa ne croyait pas qu'elle avait été vendue. Elle a par la suite coupé les ponts avec sa mère, la bloquant sur les réseaux sociaux. Melissa a déclaré plus tard ne pas croire dans son cœur qu'elle m'avait acheté. Je pense qu'elle est celle qui a répondu à cette annonce et m'a enlevé. Elle a ajouté: tout ce que je savais avant l'âge de 15 ans, avant de quitter la maison, était un mensonge. 6 mois après que ses frères et sœurs l'ont retrouvée, un test acide désoxyribonucléique a prouvé que Melissa Highsmith était bien le bambin disparu. Peu après, elle est allée au tribunal pour changer légalement son nom et reprendre celui de sa naissance. Elle a également appris que son anniversaire n'était pas le 2 février, comme elle le pensait, mais le 6 novembre. Melissa a déclaré que désormais, chaque 2 février, elle et son mari célébreront la mort de Mélanie. Elle a ajouté: « Mon cœur est actuellement plein et déborde d'autant d'émotions. Je suis juste vraiment, vraiment, vraiment heureux. » La recherche de Melissa en 1971 s'est refroidie peu de temps après son enlèvement, mais après leur retrouvailles, sa famille l'espérait porter plainte contre la femme qui l'a élevée. Le département de police de Fort Worth a déclaré que, même si le délai de prescription pénale a expiré 20 ans après le 18e anniversaire de Melissa, le département de police de Fort Worth s'engage à mener à bien cette enquête pour découvrir toutes les informations disponibles concernant l'enlèvement de Melissa qui a eu lieu il y a 51 ans. Il n'y a eu aucune mise à jour dans l'affaire depuis. Mao Yin. Mao Yin est née le 23 février 1986. Sa mère, Li, l'adorait, le décrivant comme vif et adorable. Elle et son mari, Mao, déposèrent leur fils à la maternelle chaque matin et allaient le chercher après le travail. Elle se souvient, chaque jour après le travail, je jouais avec mon enfant.
J'étais très heureuse. Pendant les années 80, la mère de Mao Yin travaillait pour une entreprise d'exportation de céréales et devait parfois s'éloigner de la maison pour rendre visite à des fournisseurs à la campagne. Pendant ces périodes, Mao Yin restait à la maison avec son père. C'est lors de l'un de ses voyages de travail en 1988 que Lee a reçu des nouvelles alarmantes. Elle se souvient, tout ce que j'ai reçu était un télégramme avec 6 mots dessus, urgence à la maison, retour immédiat. Je ne savais pas ce qui s'était passé. À son retour à la maison dans la ville de Xi'an, en Chine centrale, on lui a dit que son fils avait disparu. Elle se rappelle avoir pensé que son fils s'était juste perdu. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas pensé qu'elle ne pourrait pas le retrouver. Son mari a expliqué qu'il avait récupéré Mao de la maternelle et s'était arrêté en chemin pour lui donner à boire dans un petit hôtel que la famille possédait. Il a affirmé avoir laissé le garçon 1 à 2 minutes et à son retour, celui-ci avait disparu. Lee pensait que des étrangers bienveillants avaient cru qu'il était perdu et l'emmèneraient au poste de police. Mais ensuite, les heures se sont transformées en jours et les jours en semaines, et il n'y avait aucun signe de leur petit garçon. Dans les semaines suivant la disparition de son fils, Lee a utilisé ses propres fonds pour imprimer et distribuer des affiches et des tracts dans les gares, les stations de bus et les magasins locaux, et même pour passer des annonces dans les journaux. La famille ignorait à l'époque à quel point le trafic d'enfants était répandu dans le pays. La politique de l'enfant unique, qui signifiait que les familles ne pouvaient avoir qu'un seul enfant dans les villes et 2 dans les zones plus rurales si leur premier-né était une fille, a grandement contribué à ce problème. Les garçons étaient de plus désirés que les filles car ils perpétueraient le nom de famille, prendraient soin de leurs parents âgés et reprendraient les affaires familiales. En conséquence, le nombre d'enlèvements d'enfants dans le pays, en particulier ceux de petits garçons, a considérablement augmenté. Lee a finalement quitté son mari suite à la perte de leur enfant, mais elle n'a jamais cessé de chercher Mao Yin. Chaque vendredi après-midi après le travail, elle visitait les provinces environnantes à la recherche de son fils, passant tout son week-end à le chercher avant de rentrer le dimanche soir, prête à retourner au travail le lundi. Elle a enquêté sur les pistes de garçons ressemblant à son fils, mais ne l'a jamais retrouvé. Elle finit par être tellement épuisée et dévastée par les impasses d'eau constantes que, sur les conseils d'un ami médecin, elle s'est fait hospitaliser. Après son départ, elle a commencé à se connecter avec d'autres parents endeuillés. Ils ont finalement créé l'organisation Baby Come Home ainsi que d'autres. Sur une période de 20 ans, elle a réuni 29 enfants disparus avec leurs parents. Pendant des décennies, Lee est restée dans l'incertitude. Elle aimait réunir les enfants et leurs parents, mais espérait qu'un jour, elle aurait l'occasion de renouer avec Mao Yin. En avril 2020, elle a enfin eu cette chance. Elle a reçu un appel du bureau de la sécurité publique de Xi'an qui lui a dit que son fils avait été retrouvé. Plus tôt ce mois-là, un informateur avait dit au bureau qu'un homme avait été volé à la ville des années auparavant. L'informateur a fourni une photo de l'homme. La police a utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour l'identifier comme vivant à Chengdu City et il a été approché par des enquêteurs qui lui ont demandé de passer un test acide désoxyribonucléique. Le 10 mai, il a été définitivement identifié comme Mao Yin. Le 18 mai 2020, Mao a rencontré ses parents biologiques. À ce moment-là, il avait 34 ans, une femme, une famille et même sa propre entreprise de design d'intérieur. Lee se souvient avoir dit « Je ne veux plus qu'il me quitte. Je ne le laisserai plus me quitter. » Les retrouvailles familiales ont été filmées et diffusées à la télé. On a vu Mao Yin courir vers ses parents et les embrasser. Plus tard, Lee a appris que Mao Yin avait été vendu à un couple sans enfant pour l'équivalent de 690 livres, soit environ 840 $, un an après avoir été enlevé à son père. Il est à noter que Mao Yin avait déjà vu Lee à la télévision et les images de son fils disparu qui, selon lui ressemblait quand il était enfant, mais il n'a jamais fait le lien. Il n'est toujours pas clair qui a pris Mao Yin quand il était un garçon et il ne se souvient de rien avant l'âge de 4 ans lorsqu'il a été placé avec sa famille adoptive. Il n'avait aucune idée que les personnes qui l'ont élevé n'étaient pas ses parents biologiques. Bien que Lee et son ex-mari aimeraient avoir des réponses, pour l'instant, ils sont satisfaits de retrouver leur fils en bonne santé, heureux et vivant. Carlina White. Le 4 août 1987, Joy White et Carl Tyson ont emmené leur bébé de 19 jours, Carlina, à l'hôpital Harlem Center à New York après avoir découvert qu'elle avait de la fièvre. Alors que les parents étaient stressés pour leur enfant malade, ils ont été réconfortés par une femme qu'ils pensaient être infirmière.
Plus tard, aux premières heures de la matinée, Carlina a disparu suite au changement de quart de 2 heures du matin. Le nourrisson recevait des antibiotiques par voie intraveineuse quand, à un moment, entre 2h30 du matin et 3h55 du matin, son intraveineuse a été retirée et elle a été emmenée de l'hôpital. Malgré les caméras de surveillance, le système était en panne lors de la disparition de Carlina. Le seul suspect était l'infirmière qui avait réconforté Carl et Joy, qu'ils ont découvert n'était pas une employée de l'hôpital malgré le fait qu'ils l'avaient su plusieurs fois à l'hôpital dans les semaines précédant la disparition de leur bébé. Selon un agent de sécurité, une femme correspondant au signalement a quitté l'hôpital vers 3h30 du matin. Cependant, elle ne semblait pas avoir de bébé avec elle. On théorise que Carlina était cachée de la vue lorsque la femme est sortie. L'affaire Carlina White a vite été classée. Carlina a grandi à Bridgeport, Connecticut, à environ 45 miles de là où vivaient Da ses parents. Elle a reçu le nom de Nat Stranance, mais préférait le surnom de Nettie et a été élevée par la femme qui l'avait prise à l'hôpital, Anne Petway. Selon tous les contes, Petway a elle-même eu une éducation tumultueuse. Elle était régulièrement battue par sa mère avec des ceintures et des rallonges électriques. Et en 1977, alors qu'elle était encore adolescente, elle a passé plusieurs semaines en prison suite à une accusation de vol. Il est à noter que sa vie de criminelle ne s'est pas calmée après qu'elle est devenue mère de Carlina. Elle a été mise en liberté surveillée au moins 3 fois pendant l'éducation de la petite fille et a une fois plaidé coupable d'abus de confiance après avoir volé dans un grand magasin où elle travaillait en Caroline du Nord. Elle a également lutté contre l'addiction. Elle a expliqué l'apparition de Carlina dans sa vie à ses amis en ayant déjà implanté l'idée qu'elle était enceinte. Elle leur a dit qu'elle serait absente pendant un petit moment jusqu'à ce que le bébé naisse et la plupart ont supposé que Carlina était le produit de la relation intermittente de Petway avec un homme nommé Robert Nance. Carlina a obtenu son diplôme et a déménagé à Atlanta, en Géorgie avec Petway. Selon les rapports, elle était méfiante envers sa mère depuis longtemps. Elle ne voyait pas la ressemblance familiale même si les proches la surnommaient Petite Anne et elle n'a pas pu obtenir son permis de conduire car elle n'avait pas de pièce d'identité. Mais malgré des sentiments persistants, Carlina n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui manquait entre elle et sa mère. Ce n'est qu'en 2005, lorsqu'elle est tombée enceinte, qu'elle a vraiment commencé à s'inquiéter. Elle avait besoin de son acte de naissance pour accéder aux soins de santé de l'État, mais Petway trouvait sans cesse des excuses depuis des jours. Finalement, elle a donné un faux acte de naissance à Carlina selon les fonctionnaires. Lorsque Petway a été confrontée à cette nouvelle, elle a avoué à Carlina qu'elle n'était pas sa mère biologique et a prétendu que ses parents l'avaient abandonnée. 5 ans plus tard, à 23 ans, Carlina a commencé à rechercher ses origines. Elle a d'abord limité sa recherche au Connecticut, sans réaliser qu'elle était née à New York mais a finalement élargi sa recherche. Elle a fouillé les sites web de personnes disparues et a finalement découvert des photos d'un nourrisson nommé Carlina White, dont les informations avaient été postées sur le Centre national pour les enfants disparus et exploités. Elle a remarqué que les photos de Carlina ressemblaient à celles de sa propre fille, Samani. Poussée par un besoin de réponse, elle a contacté la ligne d'assistance du centre et a finalement pris contact avec Joy et Carl. Peu de temps après, en janvier 2011, l'acide désoxyribonucléique a confirmé qu'elle était bien Carlina White. Plus tard dans le mois, un mandat d'arrêt a été émis contre Petway par le département de correction de Caroline du Nord pour violation de sa probation suite à sa condamnation pour détournement de fonds. 2 jours plus tard, le 23 janvier, Petway s'est rendue au bureau du Federal Bureau of Investigation à Bridgeport. Elle s'était rendue au Connecticut pour organiser les soins de son fils biologique. Petway a admis qu'elle avait été motivée à voler Carlina de l'hôpital après avoir subi plusieurs fausses couches et qu'elle était bouleversée à l'idée de ne jamais devenir parente. Si elle était reconnue coupable d'enlèvement, elle risque entre 20 ans et la réclusion à perpétuité. Elle a refusé de plaider lors de sa comparution devant le tribunal de district des États-Unis pour le sud de New York à Manhattan, mais le 10 février 2012, elle a plaidé coupable à une accusation fédérale d'enlèvement. Comme elle a conclu un accord de plaidoyer, il a été recommandé qu'elle purge entre 10 et 12 ans de prison. Elle avait 50 ans lorsqu'elle a été condamnée et a été condamnée à 12 ans de prison. Et bien que sa défense ait soutenu qu'elle était une femme en détresse et déprimée au moment du crime, le juge a refusé de lui accorder de la clémence, arguant que les actions de Petway avaient infligé le pire cauchemar d'un parent à un couple. Petway a purgé sa peine dans un établissement de sécurité minimale en Alabama. Elle a été libérée le 14 avril 2021. Carlina, quant à elle, a eu du mal à s'adapter à la situation. Après avoir rencontré ses parents, elle s'est éloignée d'eux, ayant besoin de temps pour assimiler les événements.
Elle a noté que participer à des interviews à l'échelle nationale était particulièrement éprouvant, car on s'attendait à ce qu'elle ait une certaine relation avec ses parents biologiques qui lui étaient étrangers. Toutefois, elle a vite recommencé à les appeler. Et à partir de 2014, elle a entretenu une relation avec sa mère et son père. Bien que son nom légal soit Carlina White, elle se fait toujours appeler Nettie car c'est le nom qu'elle s'est donné dans son enfance, plutôt que celui donné par ses parents biologiques ou par Petway. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos pensées et réactions. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.